頂上戦争から2年、誰が何を動かした？お前は平静を守っただけ。白ひげは時代にけじめをつけただけ。海軍本部は新戦力を整えた。大物たちも仕掛けなかった。まるで準備をするかのように。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言っていたな。手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。C'était il y a plus de 7 ans, Law était le seul à avoir véritablement conscience de ce que son alliance allait engendrer. En détruisant les rouages, il a chamboulé le monde. Si Law et Luffy ne s'étaient pas alliés, s'ils n'avaient pas vaincu Doflamingo et donc libéré Dressrosa d'un Shichibukai, ou si Luffy n'avait pas délivré Alabasta de Crocodile, jamais Riku, Cobra et Fujitora ne se seraient rencontrés à Marijois pour abolir le système des corsaires. Si Luffy n'était pas allé sauver Sanji sur Rock Island, Big Mom ne serait jamais allé sur Wano. Les empereurs ne se seraient alors jamais rencontrés et alliés. Et aujourd'hui, les trois piliers équilibre des forces ne sont plus. Les corsaires disparaissent et les Yonko invincibles s'allient entre eux pour détruire le monde. L'armée révolutionnaire est déchirée et la marine comprend enfin que le gouvernement mondial contrôle l'opinion publique et les guerres dans le monde. Une division idéologique se crée. Il est l'heure de choisir son camp. Après 22 ans de construction d'une géopolitique instable, tout s'écroule en 15 pages seulement. Qui va s'allier avec qui? Qui va trahir qui? Doflamingo l'avait déjà annoncé, la guerre pour le trône a véritablement commencé. Voilà pourquoi Toki Kozuki aurait choisi ce moment crucial pour emmener son fils 20 ans plus tard à ce point de divergence, où l'histoire allait basculer, où le monde entier est sur le point de changer à jamais. Le moment crucial parmi des milliards de possibilités. Elle est là, la seule et unique occasion de pouvoir arrêter Kaido. Vous êtes prêts? Rentrons tous ensemble dans la toute dernière partie de One Piece. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Wano, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 956, ou devrais-je dire, l'endgame. Ça y est, on arrive enfin. C'est littéralement le début de la fin. Comme vous avez vu en intro, ça avait été annoncé par Doflamingo, ça avait été teasé par Law et tout, ça y est, on est dans un délire. C'est incroyable ce qui se passe dans le chapitre 956 de One Piece. Ce sont les répercussions de 22 ans de manga, 22 ans d'écriture. One Piece est le seul manga à pouvoir faire ça, le seul à avoir créé un monde aussi vivant que quand putain il se passe un truc, tout est chamboulé, bah nous lecteurs, voilà, je suis chamboulé. C'est émanant de One Piece de convoquer des personnages et juste, grâce à leur force présentielle, et bien, de bouleverser les lecteurs. C'est-à-dire que vraiment, juste, on met ce personnage-là qu'on n'a pas vu depuis 5 ans, 10 ans, etc. La fin du game. Mais avant de parler de ce chapitre totalement démentiel, on a un service à vous demander. C'est à vous directement de représenter la France. Les amis, allez sur Twitter et partagez la photo que nous avons mis, où on peut voir les milliers de visiteurs et de spectateurs de One Piece Stampede au Grand Rex faisant les adieux à Vivi. La photo est enfin postée sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, on vous encourage vraiment à aller juste la partager, on va écrire un petit commentaire. Comme promis, c'est ce qu'on disait parce que c'est le réseau où sont les éditeurs des Shiroda en personne. Ils nous ont déjà répondu, on a déjà communiqué, donc il y a vraiment quelque chose, on vous l'a promis. Spammez-les, allez-y, Ike. Sans aucun doute la review la plus travaillée de notre chaîne, tant il y a énormément de choses à dire. Et puis ben c'est ce que vaut le chapitre 956 chapitre de One Piece. exceptionnel, review exceptionnel. On a décidé du coup alors, et bien dans la troisième partie de cette vidéo, de vous faire quelque chose qui n'a jamais été fait, du jamais vu. On espère que ça va vous plaire. Nous commençons donc dans un premier temps avec les petites lumières qu'il faut effacer de ce monde, hein. C'est au niveau d'Alabasta, Vivi. Non mais que de révélations. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Même notre sommaire il est chamboulé. X-Drake, Vivi, Alabasta, Garp, tout le monde, Neptune, une partie absolument incroyable puisque elle convoque énormément de géopolitique du monde de One Piece. Dans un second temps, on va aller du côté des Shichibukai et de l'ordre 66 qui a été totalement exécuté, c'est-à-dire que même pas ils ont une lettre de préavis, les Shichibukai on leur envoie comme ça dégagé. C'est ultra violent, mais toutes les conséquences que cela implique, surtout quand on est Mihawk face au reste du monde. Mais oui! Et en dernière partie, vous retrouverez une théorie entière consacrée à la mort de Sabo, à l'arrivée de Barbe Noire, au plan de Shanks, à un complot mondial. Les amis, on a énormément travaillé là-dessus. Bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 956 de One Piece.
Ce chapitre, il est symptomatique de One Piece. C'est parce qu'il s'appelle One Piece qu'il peut faire ce qu'il est en train de faire, dans la mesure où vraiment on parle ici de géopolitique, on parle de religion, on parle d'argent, on parle d'éthique, on parle de beaucoup de choses qui font que, en fait, le saviez-vous, les pays de ce monde, ils sont pas forcément d'accord, hein, ils se marchent sur les pieds, ils essaient de garder leurs petits bénéfices pour eux-mêmes, il y a des guerres de religion et tout, excusez-nous. C'est à la fois terriblement simple et terriblement complexe. Quand on Terriblement voit le truc- juste. En Ouais, fait, ça, excusez-nous, c'est- mais est-ce que je lis One Piece ou est-ce que je me lève le matin? Non mais vraiment, c'est un truc de malade comment le monde de One Piece, eh bien, vraiment, est émanant à ce manga. Ça ne peut pas... Vraiment, aucune œuvre au monde, vous avez vu ça où autrement? Nulle part. On n'aime pas trop le dire, mais on le dit quand même, vous allez voir que cette review est une des plus complètes de la chaîne, qui nous a demandé énormément de travail. C'est pourquoi, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous rejoindre, on est bientôt 300 000. C'est un truc de fou, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et en plus, ça soutient les artistes. Wow, c'est le pire discours. Et tout de suite, on perd pas de temps et je parle du personnage préféré de tout le chapitre, c'est Drake. Quelle surprise, quelle magnifique surprise, j'ai adoré et c'est un truc de ouf parce qu'on en parlait cette semaine même. Cette semaine même, j'étais là en mode c'est ouf quand même le théâtre des illusions et tout, la vie est belle, Mais vraiment. Drake, quel peut-être son masque? Non mais c'est pas même ça, c'est juste qu'on s'était dit putain dans One Piece c'est trop dommage que chaque fois Oda vraiment il présente les personnages comme ça d'un coup, tu sais, c'est bonjour Pan, X Drake et tout. Et je m'étais dit putain c'est quand même dommage que dans One Piece un jour il n'y ait pas un mec qui vraiment cache son identité depuis le début et tout. Putain il vient de nous mettre. Je m'excuse, I am sorry. Mais vraiment c'est un truc de dingue de savoir qu'en fait Drake depuis le début n'avait pas quitté la marine. Qu'il est là, donc c'est ça son masque à lui, le théâtre des illusions qui a encore une fois confirmé. Tout le monde porte un masque sur Wano Kuni, tout le monde a une double identité et Drake est toujours dans la marine. C'est pour ça qu'en fait il a voulu rejoindre l'équipage de Kaido. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines on vous disait dans les vivres cards qu'on apprenait que Oda il avait dit oui en fait il arrive comme ça chez Kaido mais on sait pas trop pourquoi, il a attaqué Scotch mais on sait pas trop pourquoi. En fait il voulait juste être infiltré pour faire tomber Kaido. Drake, c'est le reverse Apu. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Déjà de voir que Kobe en plus a une promotion et une crédibilité et qu'ils font tous les deux partie de cette organisation secrète, cette branche de la marine qui sont les Sword. C'est un swag, ça pue le swag. Et ça pue le swag. Il est curieux de constater que c'était lors du passé de Rosinante, qui lui-même était un infiltré de la marine, que, avait été vu pour la première fois un petit peu l'enfance de X-Drake, et qui lui-même devient un infiltré de la marine. On dirait que l'idée a émergé de Non, mais tu vas voir de comment ce voir le moment-là, quoi. flashback, il va voir en fait sous la neige Corazon qui s'est sacrifié pour sauver l'eau, et lui il s'est dit Jesus Christ, faut que je fasse la même chose et tout, parce que oui les amis, on nous dit dans la Vivre 4 que Drake était vraiment un fan de son père, c'était vraiment son plus grand idole en fait, jusqu'à ce qu'il devienne un pirate et alcoolique. Avant quand il était marine, son père était vraiment quelqu'un de respectable, et donc forcément nous on était là en mode mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait le même chemin? Pourquoi il a quitté alors la marine pour devenir pirate? Il l'a jamais fait. En fait, il était toujours à marine. C'était évident parce que Mais tout- quel homme! Mais tout nous le disait, cependant, le fait que vraiment c'était trop gros parce que voilà, Shahabodi, ça fait des années qu'on voit qu'il est pirate et tout, on se disait ouais mais non, fake. Imaginez à la toute fin de Wano, genre tout le monde qui arrive comme ça et Drake qui se met une cape de marine et Sa tout. casquette comme ça. On va voir flou. Magnifique. Et ça confirme aussi notre théorie d'il y a 2 semaines où c'était bien lui qui avait libéré l'eau. Pas seulement parce que c'était un marine, c'est un nom, parce que sinon il aide pas les pirates, mais parce que c'était bien la dette qu'il avait envers Luffy et l'eau, parce que c'est eux qui ont abattu Doflamingo et donc ceux qui ont vengé son père, parce que c'est lui qui avait l'OP Nomi que Doflamingo a tué. Voilà. Cela implique beaucoup de choses au niveau de Wano Kuni, puisque quand même, même si la dette a été payée vis-à-vis de l'eau, cependant ça reste un marine, c'est du coup, s'il devait y avoir une intervention armée de la part de la marine, le X-Drake à bout d'un moment, il prendrait ses clics et ses dinosaures là, et il irait du côté quand Bah même oui. de la marine, et ça faut pas l'oublier. Cependant, conséquence mondiale maintenant, à une échelle beaucoup plus grande, on a quand même du coup la fin de la rêverie, qui est extrêmement important. On parle quand même de la rêverie, quand on y pense, c'est fini. Genre c'est fou, on était là, vous imaginez quand la rêverie elle arrivera Oda, dans 5 il ans a et tout. tout fait off-panel. Ouais, Tout. c'est monstrueux. Tout. Et d'ailleurs c'est ça qui était hyper intéressant dans ce chapitre, c'était cette angoisse qui grimpante où tout le long au fur et à mesure des pages on était là en mode mais qu'est-ce que c'est? Voir que c'était vrai, oh le bâtard Oda, vraiment de nous faire pendant 15 pages de non, me dis pas que 15 pages plus tard, c'est incroyable. Et voilà, et ce qui est totalement fort, et on appelle ça la plus grande escroquerie de 2 décennies, mais vraiment, c'est-à-dire que Eiichiro Oda, les amis, écoutez bien, c'est le mec connu pour, attention, ce personnage-là est très puissant, ce personnage-là est très puissant, vous le verrez jamais ensemble. Je le mets ailleurs, et plus tard dans le journal, vous lirez, oh là là, ils ont détruit 4 îles, d'accord, Il en est se fort. battant. Là, qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre, les amis? On a justement que les journaux. Et ben justement, du coup on se dit, on va pouvoir exactement savoir ce qui se passe au niveau des grandes pompes de ce monde. Et ben non, on a
les journaux, mais on n'a pas ce qui est marqué sur les journaux. C'est la plus grande escroquerie. Les personnages sont tous là. Waouh, si tu savais ce que je... Waouh, hein. En tout cas, tout ça, ça annonce vraiment une intervention de la marine. I'm sorry, but je le dis. Sur Wano Kuni, entre Drake qui est déjà et qui a tout dit en fait depuis le début. Genre Kobe il est au courant de tout. Ça veut dire que la marine est au courant de ce qui se passe sur Wano Kuni. C'est fou ça, c'est incroyable. Genre vraiment ça remet encore une fois tous les pions à leur place, c'est différent. L'échiquier est encore une fois différent. La marine a entré dans le chat, je veux dire c'est incroyable. Savoir que Luffy était du coup dans la prison et tout depuis le début. Savoir qu'en plus Big Mom est débarqué sur Nigashima. Le seul truc qu'il savait pas c'était vis-à-vis de l'alliance. Crois-moi il a pas dit qu'il a libéré l'eau hein. Ça on en parle dans la seconde partie parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses vis-à-vis d'une intervention armée sur Wano et même ailleurs, c'est très curieux. Cependant là il faut quand même parler d'un incident majeur qui s'est déroulé à la fin de la rêverie. Ouais, après la rêverie. Qu'est-ce qui que cela? Un incident vis-à-vis du royaume d'Alabasta. Alors tout ce qu'on sait c'est que c'est quelque chose qui, c'est très intéressant à noter, on a quand même Garp hein, qui est une instance que si j'étais moi, El Famoso, Imu ou le Gorosei, et ben je serais là en mode attendez qu'il aille sur son navire avant de le faire. Et ben c'est typique ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vraiment il dit ah, mince alors, ça s'est arrivé, et bien pile quand on était sur le navire, on a appris l'incident. Et ça, à mon avis, c'est vraiment pas anodin. Mais alors que s'est-il passé? On a tous envie de parier sur Vivi, il lui est arrivé quelque chose, parce qu'on se rappelle tous du chapitre 908 qui finissait avec Imu qui allait lancer la grande purge et qui tenait une photo de Vivi. Notre théorie, ici, la voilà. Est-ce que Vivi ne serait pas tout simplement une arme antique, tout simplement Pluton en fait, celle qui pourrait contrôler cet énorme navire de guerre immense et tout qui est planqué à Alabasta? Parce que quand on voit que Shirahoshi est une arme antique, on se demande, nous, si Iori Kuzuki, parce qu'on a vu Momonosuke capable de entendre les voix de toutes choses, est-ce que Iori ne serait pas, elle, tout simplement Uranus, la dernière arme antique? Ça ferait en fait super beau, parce qu'on aurait 3 princesses, tout simplement, arme antique. 3 femmes dans One Piece, totalement simples, mais pourtant d'une puissance incroyable. Vous savez, ça fait les 3 divinités un petit peu. C'est les j'adorerais du cul. C'est les 3 Athéna, c'est-à-dire qu'en gros on aurait vraiment la force rose, force bleue et force non, verte. Mais, ouais, je trouve que c'est cool parce qu'en plus, je sais pas parce que c'est le français qui donne ça, mais une arme antique, tout de suite ça donnerait vraiment le féminin, le bas. C'est une arme antique, tu vois, c'est vraiment la meuf, c'est vraiment de génération en génération. Voilà, c'est un peu des déesses. Parce qu'on remarquera quand même que entre Oden, entre Cobra et surtout Otohime, on a ici 3 princesses qui ont des parents qui ont toujours été ennemis du gouvernement mondial. Par là j'entends qu'ils ne partageaient pas, on va dire, l'endoctrinement du gouvernement mondial et que eux recherchaient une seule chose, la liberté. Et comme on a vu surtout Momonosuke donner des ordres à Zunesha, et je me demande tout simplement si Iori pourrait pas le faire elle aussi et donc contrôler Zunesha, une qui contrôle un éléphant géant, une autre qui contrôle un navire de guerre, une autre qui contrôle des putains de bestiaux géants de roi des mers. Je me demande si ici on n'aurait pas les 3 armes antiques et donc c'est ça l'incident de la rêverie. Ce serait Imu qui aurait dit oh Lord, il faut se débarrasser d'elle parce que si elle tombe aux mains des chapeaux de paille, apparemment c'est déjà le cas, et elle pourrait renverser le monde et découvrir les secrets. Mais en tout cas l'incident a eu lieu et c'est très important parce que ça normalement si Luffy il apprend il va taper son meilleur sprint direction Alabasta parce que c'est quand même Vivi et toutes les choses comme ça font que là du coup on est dans un endgame mais du coup angoissant, on n'est pas en mode yeah Wano Kuni, il y a on est toutes les toujours forces. dans l'expectative. Genre, on a en plus de la merde chez nos amis qui arrivent et tout et on peut pas aider tout le monde. Bref, c'est quand même assez flippant. Cependant, ce qui est vraiment absolument génial chez Shiroda, c'est l'aspect très peu manichéen de la chose, puisqu'il y a eu des bonnes avancées politiques vis-à-vis de, par contre, allez savoir pourquoi, hein, on va voler ta fille, hein. Cependant, le roi Cobra, eh ben, on t'écoute et on te dit oui pour les Shishibukai. Et c'est ça qui est vraiment ouf, c'est que la politique, elle est sombre parce que elle est des fois assez juste. C'était un truc, quand on y pense, totalement... un fantasme. C'était un fantasme de la part des fans, de voir ça. Je suis désolé, mais quand même, entre Mihawk et surtout Hancock, face à la marine, d'une beauté mais incroyable les deux. Les deux c'est vraiment l'homme, la femme. C'est ça, mais c'est incroyable de voir en fait à quel point la marine, mais ouais, c'est vous qui êtes dans le mal là. Et en plus, leurs phrases et tout, on se croirait encore une fois, c'est fou, putain. Ça fait 22 ans que les Shishibukai existent, et là, bam, en 15 pages seulement, le mec, il te démonte tout. Ça y est, ça y est, et en plus, et les paroles des personnages sont hyper justes. Entre Hancock qui dit, attendez quand même, vous inquiétez pas, on a été choisi parce qu'on est les plus forts. Le Mihawk qui lui est là en mode oh putain cette sensation ça faisait longtemps quand même. Alors comme ça de nouveau c'est moi le traqué putain mais moi ça me... Franchement les Marines ils ont pris leur meilleur coronesse. Non mais vraiment pour venir avec leur bouclier anti-gilet jaune là alors qu'ils ont vu Mihawk il y a 2 ans couper une vague en deux.
Mais c'était sans compter la nouvelle invention de Vegapunk. Souvenez-vous, c'était au chapitre 905, Fujitora, invité à la table de Ryokugyu, a annoncé que Vegapunk avait réussi à créer quelque chose qui permet l'abolition définitive des Shichibukai. Clairement donc une arme capable de les remplacer leur force et donc les éliminer. Car ce serait vachement étrange quand même de voir Fujitora et Sakazuki, tous les deux contre les Shichibukai, ne pas employer de meilleures ressources que de simples soldats. Ils doivent donc avoir une arme secrète qui va devoir mettre à mal les corsaires qui risquent enfin d'ailleurs d'avoir de véritables primes non gelées qui vont pouvoir refléter leur véritable puissance. Et ça c'est une très bonne nouvelle, oui. On attend le 2 milliards minimum pour Mihawk, merci. C'est fou de voir Baggy, de voir Hancock, de voir Weeble, de voir Mihawk, tout ça dans le même chapitre. C'est fou. Tout est hyper juste et à la fois tout est hyper sensationnel. C'est ça, c'est du vraiment sensationnel dans un monde qu'on connaît depuis 22 ans. C'est juste la force présentielle de ces personnages qui nous font que c'est sensationnel. Parce que ça ne marcherait dans aucun autre manga. Là, vous mettez Mihawk, le mec. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est un mec qui boit du vin, il a une moustache. Genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec. C'est quoi le délire avec ce gars? Mais quand tu connais One Piece, tu fais ah! Si t'es là depuis genre des dizaines et des dizaines d'années, tu tapes ton meilleur cri, mais tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est bête, extraordinaire en fait, parce que tu comprends en fait avec juste du noir et blanc les conséquences que cela implique. On se disait ça tout à l'heure en disant que c'est ouf quand on faisait la réaction live. On se disait putain, c'est incroyable de constater que dans le monde entier il y a tout le monde qui a lâché leur meilleur cri, alors que c'est juste parce qu'on est en train de lire des pages de manga. Je trouve que c'est les conséquences sur le temps, c'est. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dessus peut-être qu'on va rabâcher, on va beaucoup radoter sur les ouais ça fait 22 ans, ça fait 22 ans, ça fait 22 ans. Mais parce qu'en fait c'est pas possible sans cette construction là, sans ce temps, sans ce risque d'avoir pris autant de temps et tout à créer et à faire vivre ces personnages. Et ben nous, aujourd'hui en 15 pages là on n'aurait pas eu tous ces goosebumps de ouf, on était pas bien, genre vraiment, quand on y repense, moi j'y repense après, je me dis putain c'est fou quand même. C'est fou, ça y est, Mihawk il est traqué et tout. C'est le fantôme se dit ouais Mihawk il est plus Shichibukai, Dab, il doit tuer tout le monde. C'est ce qui va se passer, mais comment vous l'arrêtez? Comment vous arrêtez ça? Et du coup voilà, on en a discuté, on s'était dit c'est absolument impossible, inconcevable qu'on ait Kobe comme ça qui arrive et qui fait bon Drake je raccroche là, j'ai RDV sur l'île des femmes. Il y a Weeble, il y a Mihawk, il y a Hancock, il y a Baggy. En plus Baggy, ce qui est sûr et certain, c'est que je suis sûr que, encore une fois, c'est vraiment Oda, il va faire que tout lui tombe dessus. Il va aller combattre, ça va foirer, je sais pas trop quoi, il va se retrouver à Wano Kuni, il y a Big Mom et Kaido qui vont tomber, et sans faire exprès, il va se retrouver sur leur cadavre, il va être là en mode... Mais une chose est claire, les amis, il faut bien comprendre quand même que il va y avoir la rencontre du tout premier ami de Luffy avec l'amoureuse de Luffy. Et je pense vraiment que là-dessus, il va y avoir tout de suite une entraide. Ils ne peuvent pas s'affronter. Et tout de suite, je me dis, est-ce que entre Drake, qui a quand même une dette envers Luffy, qui est en plus ami avec Kobe, et Hancock, les trois, voilà, maintenant pouvant discuter et tout, est-ce que va pas y avoir une alliance? Est-ce que Hancock aura pas encore un rôle à jouer? Venir sur Wano Kuni, j'en sais trop rien et tout, pour que Oda, en fait, il est en train de créer, Marineford 2.0, vraiment, un putain de endgame encore, parce que, voilà, je pense vraiment pas en tout cas que Hancock va tomber ici ou quoi. Mihawk, il va continuer à faire son truc tranquillou dans son coin, il va trancher, mais le monde entier, j'en bats les couilles. Mihawk, il est invincible. Mihawk, je suis sûr, il est niveau empereur. C'est dit. Enfin, parlons quand même d'une affaire qu'évoque Kobe. On pense que du coup c'est ce qui est l'incident, soit vis-à-vis de Sabo qu'on va parler en troisième partie, soit celle de Vivi. Parce que quand même il dit brouillard, pluie, salade, tomate, oignon. Genre vraiment il est en train de faire un code. Et ce qui est vraiment super bizarre, il le fait du coup pour l'unité des Swords, afin de comprendre que... Alors là éclairez-moi. Non, sincèrement éclairez-moi en commentaire, parce que c'est une intrigue qu'on n'a toujours pas compris vraiment. C'est le fait que Kobe dise bon, on peut rien faire, la marine du coup comme prévu ne va absolument pas bouger d'un pouce, parce que même si on réunissait toutes les unités de la marine, toute la puissance de la marine, on ne pourrait rien faire. Alors je me suis dit, mais déjà ça fait penser au rock, pirates, et après je me suis dit mais bon de toute façon ils savent pas, mais ils font ça parce qu'ils savent que Big Mom et Kaido sont alliés. Mais non, puisque Yes Drake le mentionne juste après à Kobe en lui disant au fait tu sais que Big Mom est arrivé sur Nigashima, ouais on l'a su et tout, mais ils se sont alliés. Et là Kobe lâche son meilleur Nani. Ce qui fait que juste avant, il disait vis-à-vis de cette affaire que aucun marine ne pourrait gérer, même la puissance, la marine c'est des amiraux et tout, ne pourrait pas gérer. Donc attendez, expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a de plus important que Kaido et Big Mom dans le monde en ce moment là? Toutes les marines réunies pourraient pas gérer Vivi. Oh, camp de lune. En tout cas, c'est trop dingue d'avoir vraiment un véritable ordre 66 exécuté. Là, ça fait vraiment un délire de fou. Vraiment, je trouve ça trop cool de voir tout le monde qui se retourne sur les Shichibukai, qui deviennent vraiment les animaux là, les proies. C'est incroyable, vraiment, c'est trop cool. Et d'ailleurs, aussi, là-dessus, Oda, dans le chapitre, il aura quand même fait pleurer Makino et Dadan. Et ça, illégal. Totalement
illégal d'avoir fait ça. Criminel. Vous savez, nous, dès que ça touche le Mont Corvo, on n'est pas bien, mais là c'était OMG. Surtout pour de la fake news. Et avant d'entrer dans la dernière partie de cette review, j'aimerais parler de Flaming Atashan. C'est quand même assez incroyable, c'est un personnage qui a été créé humoristiquement par Eiichiro Oda pour justifier les primes dans One Piece avant que ce soit Absalom avec le Sukesuki no Mi qui le fasse. Et bien c'était Flaming Atashan, le mec, le reporter super chaud, littéralement, parce que Oda le dit lui-même que quand il appuyait sur comme ça, bah il disait attention au feu, et ça parce qu'il allait très très vite. Voilà. Très fort, très fort. Et donc là-dessus c'est intéressant parce que il est apparu seulement dans des SBS, ensuite il est apparu comme personnage récurrent easter egg à l'instar de Pandaman dans plein de chapitres et tout, pour prendre des photos quand il était là, vous savez Ines Lobby c'est lui qui a pris la fameuse photo de Nami et tout. Et là, il le fait quand il le met dans le manga, c'est beau et ça me donne vraiment l'impression qu'un jour on va voir Pandaman, vraiment, parce que ce personnage là, de base n'était pas canon dans l'histoire, c'était juste une excuse de la part d'Eiichiro Oda, c'était pas, vous voyez, il a brisé le 4ème mur en fait. Surtout qu'il est pas là que pour prendre des photos hein. Non, et en plus on apprend quoi? C'est que c'est un agent infiltré du gouvernement, le truc, c'est cool, c'est incroyable de savoir que Oda n'oublie rien de ce qu'il écrit, de ce qu'il dessine, de ce qu'il dit. Si tu lis One Piece en diagonale, ah ouais, tu loupes des trucs parce que c'est pour ça, ayez conscience quand même de tout ce que One Piece montre indirectement, parce que le tome 24 de One Piece était Alabasta, c'était quand même, je sais pas, il y a 15 ans, c'est un truc de fou, et de savoir que Oda réutilise son personnage là pour ensuite, et c'est juste, parce que c'est vraiment un mec qui apporte des nouvelles et tout, c'est quand même intelligemment fait. Cela dit, Big News Morgan, quand même le frère, lui lance sa meilleure droite, hein. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Ah putain, mais quand on y pense vraiment, je me demande en fait si, avec la dernière partie, c'est quoi dire, mais c'est vrai en plus, bah c'est pas de la mise en scène, tu vois. C'est de la mise en scène de C'est malade. clairement de la mise en scène. Vous allez comprendre que c'est un ici, truc de fou. on a quelqu'un qui vraiment s'est fait bait. Ce n'est pas le seul, vous allez voir que l'homme le plus recherché au monde s'est fait avoir. Tout le monde s'est fait avoir, les Marines, absolument tout le monde, et même l'homme journaliste numéro 1 qui est extrêmement important à tromper ce gars-là, parce que, eh bien, si vous lui laissez l'information, eh bien tout le plan tombe à l'eau. De quel plan parlons-nous? Eh bien d'un plan, vous allez voir qu'il faut que absolument quelques personnes très bien sélectionnées puissent saisir et que le reste du monde ne sache pas. Le seul moyen de faire tomber Barbe Noire. Alors que le monde entier est totalement chamboulé, alors que les Shichibukai sont traqués et les révolutionnaires brisés, un seul homme se tient au sommet, le seul empereur des mers qui reste dans l'ombre, Shanks le Roux. Et si je vous disais que la mort de Sabo fait partie de son plan, faire croire au monde entier que le Mera Mera no Mi est de nouveau libre pour que le chasseur de fruits décide de le récupérer. Car oui, nous savons Barbe Noire cherchant à obtenir les meilleurs fruits du démon, comme avec le Sukesuki no Mi pour Shiryu ou encore le modèle Kyuubi pour Devon, envoyant Burgess à Dressrosa gagner le Mera Mera no Mi, mais devancé par Sabo. Et cette fois-ci, il a une nouvelle occasion de l'obtenir, car croyant ce dernier mort. Oui, il est fort possible que Shanks soit derrière tout ça. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 907 et le Roux intervient directement là où aucun pirate n'a jamais pu aller. La chambre du Gorosei, le conseil des 5 étoiles, plus grande institution du gouvernement mondial, en disant « Je souhaite m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate ». Et c'est là que tout a commencé. Shanks voulait sûrement parler de Barbe Noire et exposer son plan pour faire tomber l'homme qui représente la plus grande menace pour le gouvernement, les pirates et les révolutionnaires, l'homme le plus proche du One Piece. Vous avez bien compris, nous allons peut-être avoir droit à une alliance inédite mondiale entre les 3 camps que tout sépare depuis 22 ans. Le gouvernement mondial, l'armée révolutionnaire et les pirates. Alors que le monde entier semble croire que Sabo est mort car déclaré ainsi, nous nous rappelons, nous lecteurs, Dressrosa et surtout Doflamingo, qui avait réussi à l'époque à contrôler la presse mondiale pour faire croire à Law et Luffy qu'il avait quitté les Shichibukai. Annonce qui avait été faite publiquement par le CP0, preuve qu'une telle mascarade est alors possible au niveau international. Et si Morgan avait fait le jeu du gouvernement sans même le vouloir, annonçant au monde entier la mort de Sabo, car tout cela faisait partie du plan de Shanks, qui est d'emmener Barbe Noire et le piéger une bonne fois pour toutes. Car les 3 camps ont chacun des raisons de lui en vouloir. Barbe Noire étant l'antithèse de Luffy, il a aujourd'hui, contrairement au chapeau de paille, beaucoup trop d'ennemis. Et Barbe Blanche l'avait déjà annoncé au chapitre 576, l'excès de confiance et l'arrogance. Voilà les 2 choses qui te perdront. Et que fait Barbe Noire au chapitre 956? Il n'hésite pas 2 secondes et se lance tout de suite à la recherche sûrement du Mera Mera no Mi, allant droit dans le piège tendu par Shanks grâce au Gorosei qui a manipulé le monde entier grâce à la presse. Car bien sûr que Sabo n'est pas mort, et peut-être allié à Shanks pour
pour venger Ace et Baltigo. Car sinon, Oda n'aurait jamais ouvert un chapitre sur Garp aussi calme et serein si un de ses petits-fils, entre guillemets, serait mort, surtout après avoir vu sa réaction à Marineford pour Ace. Lui aussi serait donc au courant de cette manigance. De plus, le pragmatisme de Dragon au chapitre 956 laisse bien croire que Sabo est vivant. Enfin, c'est au chapitre 911 qu'Oda nous avait déjà fait croire que Luffy avait égaré la vivre-garde de son grand frère. Seulement, c'est au chapitre 919 que Sanji annonce l'avoir retrouvé. Donc, c'est sur Wano Kuni, en revoyant Luffy, que nous saurons si Sabo est réellement mort ou pas. Shanks et Barbe Noire, l'un chez le roi des pirates, l'autre chez l'homme le plus fort du monde, rivaux depuis toujours. Ils vont devoir s'affronter une toute dernière fois un jour ou l'autre, déjà annoncé par Eiichiro Oda à la fin de Marineford, mettant un terme à la folie de Teach qui, croyant être l'élu et donc le prochain roi des pirates, a trop confiance en lui. Nous avons déjà fait une vidéo dédiée entièrement à leur relation et leur fin. One Piece suit parfaitement le schéma narratif du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. C'est pourquoi la meilleure chose à faire reste à regarder notre ancienne théorie qui est petit à petit confirmée par Oda. Le lien est dans la description, elle est aujourd'hui une de nos théories les plus visionnées de notre chaîne et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Ce qui est assez drôle, c'est que Shanks, étant resté dans l'ombre depuis le début, a toujours été perçu par nous lecteurs comme un mastermind, l'homme qui tirait les ficelles depuis le début dans l'ombre, celui qui avait tout calculé. Et si c'était en fait vraiment le cas? Et si Shanks était réellement l'homme le plus puissant du monde, ayant même à ses pieds le gouvernement mondial, car étant le seul à connaître la vérité sur le One Piece? Et une chose est sûre, Barbe Noire ne doit surtout pas s'en emparer. Il s'agirait ici alors du plus grand complot jamais orchestré dans One Piece, le monde entier étant le complice de Shanks. Le roux aurait proposé son aide au Gorosei et créant ainsi la toute première alliance historique pirate-gouvernement révolutionnaire, car Kuzan doit aussi faire partie du plan, ayant infiltré depuis longtemps la flotte de Barbe Noire. Marshal D. Teach étant un des hommes les plus intelligents du monde, il aura fallu faire les plus grands sacrifices et allier les plus grands cerveaux du monde pour lui tendre un piège. Le gouvernement aurait accepté car eux-mêmes ont besoin d'un empereur pour en faire tomber un autre. Voici le seul moyen d'arrêter Marshal D. Teach, qui, aveuglé par son excès de confiance, risque de tomber nez à nez non pas avec le Mera Mera no Mi, mais Shanks. Ainsi pourra débuter le plus grand combat de One Piece.